Bienvenue sur le podcast Enseignez-vous. Vous écoutez la seconde partie de l'interview de Antoine Lee, Chief Data Science Officer chez SCORE et NCA Alumni, promotion 2015. Il a accepté de répondre aux questions de F. Samani et Roman Lepotier, élève ingénieur de première et deuxième année à l'NCA Paris. Bonne écoute. Actuellement, donc, du coup, je suis Chief Data Science Officer chez SCORE, qui est une compagnie de rassurance. Je gère globalement une équipe à l'international d'une vingtaine de personnes, principalement des data scientists et des machine learning engineers. Donc, ça fait maintenant 9 ans que je travaille sur ce secteur et j'ai toujours évolué sur la partie application, la data science en assurance. Vous l'avez un petit peu évoqué au tout début dans votre présentation. Quelles sont en fait vos principales missions à SCORE et comment vous arrivez donc à être un data scientist en assurance, cumuler ces deux casquettes d'actuel et de data scientist? Alors, chez SCORE, j'appartiens à une équipe qui a pour mandat premier, but premier, d'être capable de fournir des solutions qui vont s'appuyer sur utiliser l'intelligence artificielle aujourd'hui comme mot pour vraiment embarquer tout ce qu'on fait en data science. Donc, je vais jongler entre data science et intelligence artificielle pour des raisons de simplicité, mais globalement, je fais référence à la même chose avec ces deux terminologies. On a pour but d'être capable de proposer des solutions au sens à la fois produit, au sens technique ou assurantiel, qui utilisent les techniques de data science pour nos clients, donc pour les assureurs. D'accord, donc nos clients sont des assureurs, ça des cédantes en assurance. Et notre équipe a pour responsabilité d'être capable de fournir des solutions qui vont accompagner les assureurs dans différentes tâches. Donc, dans la sélection des risques, l'estimation du risque, mais également tout ce qui va à côté, sur la gestion des sinistres également, être capable d'avoir une meilleure compréhension des risques, une meilleure connaissance des risques de manière générale. Donc là, on est plus sur la partie prévention, être capable d'accumuler de la connaissance sur quelque chose qui est un peu pas suffisamment connu ou qui n'était pas connu par le passé, qui aujourd'hui, le fait qu'on accumule plus de données de manière systématique nous permettrait peut-être de connaître un peu mieux, de manière un peu plus rationnelle et scientifique, certains sujets. C'est là où on va intervenir. Et quand je dis ça, c'est un peu la finalité ultime. Dans les faits, dans le quotidien, ça va nous amener en fait à vraiment implémenter des choses. Donc, on va implémenter des choses qui vont s'assimiler limite à des logiciels, des softwares. On va implémenter des modèles qu'on va ensuite mettre à disposition via les nouvelles technologies. Donc, on utilise le cloud pour ça et on va les exposer d'une certaine manière, un petit peu comme quand Google, par exemple, expose ses cartes, Google Maps. On va avoir des services comme ça qui puissent s'interconnecter avec d'autres systèmes. Et derrière, on va avoir des modèles qui tournent, qui permettent de faire de la sélection du risque ou de l'estimation du risque. En pratique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos équipes, on va avoir un mélange entre des actuaires qui vont s'assurer que le modèle qu'on définit est correctement calibré pour être capable d'estimer un risque. Une fois qu'on a ce modèle concrètement parlant, ça veut dire quoi? En fait, on a un petit fichier qu'on va devoir exposer quelque part parce que ce fichier tout seul, il sert à rien si on peut pas appeler le modèle concrètement. On va ensuite travailler avec des data scientists et ce qu'on appelle des machine learning engineers aujourd'hui qui nous permettent en fait de mettre en production ce modèle. Et c'est là, en fait, on va venir enrichir, on va venir créer une enveloppe autour de ce modèle initial pour qu'il puisse être exposé, consommé et de manière tout à fait transparente. Donc, il peut arriver que parfois, lorsque quelqu'un se connecte à un portail, par exemple pour demander un crédit immobilier, pour demander l'assurance crédit emprunteur, derrière, en fait, ça appelle nos modèles. Les gens ne le savent pas, mais nous, on le sait. Un petit peu, on va dire, un cheminement de pensée qu'on doit avoir. Et ça, on doit le faire, en plus de ça, dans un contexte où on est à l'international avec différentes régulations, différentes normes sur tout ce qui est éthique, AI, RGPD, toutes ces réglementations qui nous contraignent aussi à manipuler tout ça dans un cadre bien particulier. La donnée, on la manipule pas n'importe comment, on doit le faire de manière sécurisée, etc. Donc ça, c'est tout ce qui fait qu'on a besoin d'un champ de connaissances assez vaste. Et nos équipes, dans mes équipes, on possède, on va dire, ce panel de connaissances suffisamment large pour être capable de faire ça de bout en bout. Merci beaucoup pour cette réponse riche et complète. Donc, vous avez bien souligné l'importance et l'enjeu de l'intelligence artificielle, notamment dans votre métier au quotidien, et aussi la synergie qui existe entre l'actuariat, les data scientists, le machine learning en général.
Et justement, vous avez évoqué cette intelligence artificielle. Et donc moi, maintenant, j'aimerais vous poser une question plus en rapport avec l'actuariat. C'est en fait, quels sont les enjeux justement de l'intelligence artificielle, mais plus du côté de l'actuariat et justement sur les réglementations que vous avez déjà énoncées. Déjà, dans un premier temps, c'est de comprendre vraiment de quoi on parle. Définir, je l'ai fait de manière abusive parce que je voulais pas me lancer dans un cours explicatif de c'est quoi la différence entre intelligence artificielle, data science, etc. Mais ça fait partie déjà des choses qu'il faut bien comprendre. Alors, le premier enjeu, c'est de comprendre de quoi on parle, de comprendre ce qu'il y a derrière ce mot un petit peu fourre-tout, pour ensuite comprendre comment on le décline en actuariat. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est principalement ça. Alors déjà, il y a un risque. Le premier, c'est de penser qu'aujourd'hui, quand on parle d'intelligence artificielle, elle existe vraiment. Donc, c'est pour ça que dans la communauté scientifique, les gens ont souvent utilisé, ont rajouté le petit G pour dire intelligence, enfin, ils utilisent Artificial General Intelligence, donc AGI, pour faire vraiment référence à la distinction entre est-ce qu'on a juste un modèle qui va être performant dans son périmètre donné. Donc, souvent on utilise l'AI pour ça, juste pour désigner en fait un mécanisme qui va répliquer une tâche humaine avec une bonne performance, mais sur un périmètre souvent restreint. Tout le monde a entendu parler de ChatGPT par exemple, c'est quelque chose qui fait beaucoup le buzz. Ça reste néanmoins un algorithme qui va être restreint déjà sur un périmètre qui est l'information textuelle, par exemple. Un ChatGPT, voilà, tel qu'il a été en tout cas développé initialement, c'est pas un modèle qui est capable d'interagir avec d'autres sources que du texte. Alors oui, après, on a assemblé des choses entre elles pour que ça fonctionne, mais initialement, c'est pas le cas. Donc, avoir ce niveau de compréhension, de se dire déjà de quoi on parle, quelles sont les limites, ça, c'est un premier enjeu. Parce qu'en fait, ça va tellement loin, ça va tellement vite, que avoir suffisamment de connaissances de base pour comprendre ce qui est vraiment une opportunité, ce qui est vraiment un changement, ce qui peut être utilisé en assurance, déjà, c'est un premier enjeu. Ce qui veut dire concrètement dans la partie académique, ça veut dire que globalement, vous avez plus de choses à apprendre. Vous avez plus de choses à couvrir en un temps limité. C'est comme si en fait les programmes n'avaient pas forcément beaucoup évolué, mais en fait la rapidité avec laquelle on fait de l'innovation, par contre, elle augmente. Et donc en fait, on arrive sur le monde du travail avec une masse de choses en face de nous, sans savoir ce qui vraiment apporte de la valeur ou ce qui est finalement quelque chose proche de ce que vous faites. Ça, c'est l'enjeu principal aujourd'hui, je dirais. L'enjeu de l'actuariat n'a pas trop évolué. En fait, la seule chose qui a changé, c'est peut-être la donnée qu'on utilise aujourd'hui. Elle est peut-être un peu plus large parce que justement on a plus d'outils. L'actuariat un petit peu ça s'est transformé en s'inspirant des techniques qu'on voit en data science, qui permet du coup peut-être d'élargir un petit peu le champ des possibles. Mais le fondamental, les bases en actuariat n'ont pas changé. Un prix s'estime toujours de la même façon. La manière dont je vous ai décrit coût-fréquence, ça n'a pas bougé. Par contre, la manière dont on va calibrer le modèle, peut-être qu'on va pas utiliser les mêmes données qu'avant. Et donc finalement, c'est juste une question de s'assurer qu'on puisse étendre ces données. Et donc peut-être les outils qu'on va utiliser sont peut-être un peu différents, mais la finalité reste la même. Ouais. Donc là, vous avez dit que vous étiez un peu le premier en tant que data scientist dans l'assurance. Est-ce que vous pensez que l'évolution dans ce métier va évoluer, il va y avoir de plus en plus de data scientists dans l'assurance? Comment va évoluer ce métier pour vous? Alors, je sais pas si j'étais le premier. Hein. Je ne veux pas, je veux pas non plus prétendre être le premier. Oui. Alors oui, forcément, il y a une transformation qui s'est un peu activée avec cette prise de conscience que les outils mis à disposition changent un peu. J'essaie de réfléchir pour vous formuler ça correctement, mais souvent on regarde les choses que d'un point de vue, on va dire, domaine scientifique. Il n'y a pas que la data science en fait qui viennent transformer l'assurance. C'est un peu un tout en fait. Il y a la réglementation qui évolue, bien sûr la partie donnée qui est liée à la data science, mais il y a aussi la technologie en fait qui fait que le tout change. Si je reviens un petit peu, je me souviens quand moi j'ai commencé, par exemple le cloud c'était pas aussi avancé. Donc les Microsoft, Google, Amazon, enfin déjà il y avait beaucoup d'assureurs qui disaient non mais jamais de la vie on utilisera ça. Jamais de la vie on confiera nos données à un acteur américain pour gérer nos solutions. Aujourd'hui quand on fait l'état des lieux, ces technologies sont tellement matures et c'est tellement des choses que quand on sort d'école, les gens aussi savent les utiliser qu'en fait, c'est limite même plus une question qu'on se pose. Et de facto, les techniques data science sont plus faciles à appliquer et donc on se refuse moins de les explorer et on se refuse moins du coup de se rendre compte qu'on peut les appliquer à d'autres secteurs industriels. Donc c'est un peu un sujet de transformation finalement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, oui, dans la pratique, alors je dirais pas qu'il y ait forcément plus de data scientists. Moi, j'ai une définition assez très rigoureuse de la data science. Donc, il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont data scientists et je suis pas forcément d'accord.
Par contre, il y a beaucoup de techniques qu'on attribue à data science qu'on va retrouver de plus en plus dans les compagnies. Un exemple tout bête, des gens qui font du Python en assurance. Il y a ne serait-ce que 9 ans, je me souviens, c'était des débats éternels. Est-ce qu'on doit utiliser Python, R ou SAS? Des questions aussi bêtes que ça. Aujourd'hui, c'est même plus une question. Data science, les gens pensent Python. Manipulation des données, les gens pensent Python. Il y a encore quelques actuaires qui disent réfractaires, qui vont dire oui, mais R, c'est mieux pour faire des modèles statistiques, etc. Pourquoi pas? Dans les faits, la communauté en data science, on utilise Python, les publications se font en Python avec les papiers. Ça devient quelque chose finalement assez, c'est même plus une question, quoi. Le Python, certes, est de plus en plus présent dans les compagnies. Ça ne veut pas forcément dire que la data science est plus présente dans les compagnies, mais en tout cas, les outils prérequis pour être data scientist sont de plus en plus présents dans les compagnies. Et ça, c'est certain. Ça, c'est un fait. On ne regarde pas les choses de la même façon à tout niveau en fait, de la compagnie, parce qu'il y a un peu cette culture de, il y a des nouvelles technologies, il y a peut-être plus de préoccupations sur l'usage des données de manière générale, il y a des réglementations encore plus fortes. Donc, c'est un tout fait qui fait que dans les compagnies, effectivement, les outils qu'on va retrouver et assimilés à data scientist sont de plus en plus présents. Et donc, en actuariat, on suit un petit peu le mouvement. Il faut forcément, effectivement, s'assurer que les actuaires qui sortent d'école soient aussi formés avec ces outils, parce que sinon, on se retrouve dans les industries sans avoir ces clés en main. Donc, ça serait dommage. Et justement, vous avez montré le dynamisme de ces domaines en général de votre métier. Comment un data scientist ou actuaire, enfin, peu importe la casquette qu'il a, mais une personne qui travaille dans votre domaine, comment peut-il améliorer, mais aussi actualiser ses connaissances, ses compétences dans justement en fait, ce secteur si dynamique? C'est une très bonne question. J'ai pas forcément de réponse. Ce qu'on essaie de faire, nous, c'est de garder la tête froide, de partir du principe qu'on connaît pas tout sur tout. Ça, c'est un premier principe, en tout cas d'équipe qu'on a, d'accepter qu'on ait besoin de se former de manière continue. Moi, à titre personnel, ce que j'essaye de faire, c'est de m'assurer que, par contre, on ait des bonnes fondations, des bonnes bases solides. Et en fait, d'essayer de rationaliser en fait cette approche, pas en disant j'ai on va dire une montagne de choses qui arrivent avec une vitesse folle. C'est de rationaliser ça en fait en disant mais pour être capable de le comprendre, de quels outils j'ai besoin. Donc c'est de revenir un petit peu à des rationnels. Cette maturité, ça met un peu de temps à la développer, hein, de se dire pour comprendre bien quelque chose en intelligence artificielle par exemple, il faut déjà que j'ai une bonne connaissance en maths, que j'ai une bonne connaissance en comment utiliser correctement l'informatique, comprendre ce que ça veut dire, utiliser l'informatique. Python, ça c'est par exemple des choses qu'on n'enseigne pas forcément beaucoup à l'ENSAE. Qu'est-ce que c'est le cloud, comment on l'utilise convenablement, et comprendre vraiment c'est quoi la valeur ajoutée de ce modèle. Donc comment lire un papier académique, comment par exemple décortiquer une innovation, c'est quelque chose qui s'apprend, et c'est des choses potentiellement qui nous servent en fait à bien appréhender l'innovation. Donc de se forcer à regarder déjà, de se forcer à être curieux, de ne pas avoir cette réaction de dire de toute façon c'est une nouvelle innovation parmi tant d'autres et donc ça va passer. Je pense que ça c'est un mauvais c'est un mauvais réflexe, une mauvaise attitude, parce que c'est ce qui fait qu'ensuite on tombe derrière, on ne saisit pas une opportunité qui est devant nous. Et également d'être capable d'estimer à sa juste valeur ce qui est en face de nous. Quand il y a eu tout ce buzz autour de ChatGPT, donc GPT, on avait commencé à le regarder déjà en 2022, parce que ces modèles sont pas nouveaux. Ça nous a permis vraiment d'avoir une bonne maturité sur comment vraiment convertir, utiliser correctement ce modèle dans la pratique. Par exemple, il y a peu de gens qui comprenaient que ce modèle, il fallait qu'on lui donne de l'information textuelle en entrée pour en faire quelque chose. Peu de gens comprenaient également que c'était pas une connaissance omnisciente sur tous les sujets, et que forcément ce modèle, sa valeur, c'était pas tant sur sa capacité à nous raconter une histoire, mais c'est sa capacité en fait à être capable de comprendre la lecture en fait d'un document. Par exemple, ça c'est quelque chose, c'est quand on comprend comment le modèle fonctionne. Donc ça veut dire comprendre c'est quoi le modèle, c'est un modèle de deep learning, comment ça marche le deep learning, comment ça se calibre, c'est quoi ses avantages, quelles sont ses limites, tout ça c'est des questions en fait où on va utiliser nos fondamentaux mathématiques, nos fondamentaux statistiques, probabilistes, et ce qu'on apprend en tant que data scientist pour être capable d'aborder ces sujets. C'est un exemple sur il n'y a pas de recette miracle, mais en tout cas, nous, on essaie d'avoir plutôt ce côté humilité et de se dire constamment, on accepte de ne pas connaître, et quand on ne connaît pas, on creuse et on apprend de nouvelles choses. D'accord. En parlant d'apprendre, vous êtes également enseignant à l'ENSAE. Tout d'abord, quels sont les cours que vous enseignez? Et ces cours, qu'est-ce qui permettent à un futur data scientist dans le futur?
Alors, j'en ai donné plusieurs, l'NSAE. J'ai commencé avec, je crois, le cours calcul distribué ou données massives. Ça reflète un petit peu aussi la maturité, l'évolution du secteur sien d'entreprise. Comme on parlait de big data avant, c'était déjà de comprendre ce que ça voulait dire pour de vrai. J'avais commencé par là, c'était déjà d'enseigner ces outils de comment est-ce qu'on manipule une donnée massive. Lorsqu'une donnée fait 1 Tera, 2 Tera, 3 Tera, on peut pas la manipuler de la même manière et donc les modèles en conséquence vont pas être calibrés de la même manière et donc j'enseignais ça à l'ENSAE. J'ai fait aussi le cours de Python pour un data scientist, je crois, ça s'appelait comme ça, qui maintenant est donné par quelqu'un de mon équipe parce que j'ai plus le temps de le donner malheureusement. L'année dernière, du coup, j'ai repris le cours d'intelligence artificielle en assurance, qui est effectivement un cours d'option dans la voie actuarielle, qui est ouvert à tout le monde, qui permet justement de refléter. Alors, dans ce cours-là, on détaille particulièrement vraiment, déjà, on explique cette frontière entre data science et actuariat. On essaie de donner les éléments vraiment clés qui vont permettre justement d'avoir ces bonnes questions, ces bons fondamentaux pour comprendre comment on tire de la valeur des techniques qu'on va voir en data science pour l'appliquer à l'actuariat. Donc, ça présuppose qu'on ait quelques notions d'actuariat et on vraiment zoome sur des exemples concrets. Je prenais l'exemple par exemple d'une tarification quand on fait par exemple la modélisation d'un risque d'assurance vie et qu'on veut le faire avec des techniques, on va dire plus de la data science, de machine learning, bah, ça ne se fait pas juste en important un package Python. Ça, c'est la meilleure erreur à faire, qui ont des conséquences assez graves. Et c'est là où, en fait, du coup, on connecte les morceaux. Donc, on connecte ça avec la notion de modélisation avec des données censurées. Donc, un cours qui est donné dans une autre matière en filière actuarielle. On connecte ça également avec comment on implémente ça avec Python. Donc, on regarde un petit peu comment est-ce que ça se passe avec Python. On connecte ça, bien entendu, avec le cours d'actuariat sur la modélisation finale qui est être capable d'estimer une prime d'assurance. Donc, on connecte un peu ça. Donc, le cours vraiment qui s'intitule, je crois qu'il est en anglais d'ailleurs, Artificial Intelligence in Insurance, c'est vraiment ce cours qui permet, en prenant des exemples concrets, à la fois en assurance vie et non-vie, de montrer qu'à travers ces 3 axes qui caractérisent pour moi un data scientist, donc la capacité compréhension métier, capacité à manipuler des outils informatiques de manière assez avancée, et la connexion, par exemple, je dis IT, métier, oui, et la partie plutôt modélisation, pardon, on essaie de refléter ça et de bien mettre en avant ces outils et de donner des pistes aussi de prérequis à approfondir. C'est un cours qui dure que 18 heures, malheureusement, on peut pas tout enseigner, qui sont plus des espèces d'axes à creuser pour aussi éveiller la conscience qu'à la sortie d'école, on est juste à un premier palier d'une potentielle longue carrière, un long apprentissage. Et donc, c'est d'être capable de donner ces espèces de direction pour qu'à la sortie de l'école, en fait, les gens puissent aussi choisir leur stage convenablement, choisir quels axes ils aimeraient approfondir en fonction aussi de leurs appétences. Voilà, c'est ce cours. Donc, je refais un peu de pub pour ce cours, mais c'est la motivation première de ce cours. Ouais. Merci beaucoup de nous avoir exposé justement les cours que vous enseignez à l'ENSAE. Et donc, justement, toujours pour guider les étudiants de l'ENSAE, est-ce que vous auriez un conseil ou des petits tips à donner à un élève de l'ENSAE qui souhaiterait faire un stage ou alors trouver son premier emploi dans ce domaine? C'est une bonne question, ça. J'ai des recommandations de manière générale déjà sur le comportement. Déjà, toujours être curieux, ça c'est une première chose. C'est ce qui va permettre de rester un petit peu motivé. Moi, à titre personnel, quand je suis arrivé la première année, j'étais un peu perdu. Je peux le dire aujourd'hui, la première année, on comprend pas où on débarque. La deuxième année, j'étais encore perdu. Je comprenais pas le lien avec la finalité de ce qu'on voulait faire avec ces outils. C'est vraiment la curiosité qui va amener à dépasser ces années peut-être un peu de tronc commun qui sont pas forcément qui donnent pas beaucoup de visibilité sur sur ce à quoi ça amène. Donc, rester curieux, c'est un premier conseil pour s'assurer que de manière proactive, les étudiants puissent aller chercher ces informations. Je trouve ça génial ce que vous faites avec ce podcast, par exemple, quelque chose qui n'existait pas avant, en espérant que ça aide les étudiants. Mais voilà, de manière générale, restez curieux. Ça, c'est une première chose. J'ai un autre conseil il y a cette curiosité, c'est justement ne pas sous-estimer la vie sociale à l'ENSAE. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, 9 ans plus tard, c'est des choses qui ont beaucoup de valeur, qu'on sous-estime également, qui aident également en entreprise. Une capacité à interagir avec une association, par exemple. C'est des codes sociaux qu'on va retrouver qui ne sont pas enseignés dans les cours. Je parle pas forcément de l'aspect faire la fête, hein, mais je parle vraiment de l'aspect ce qu'on en tire d'un point de vue humain, qui sont vraiment des choses qu'on va retrouver. Et ensuite, il faut rester humble. Ça, c'est être capable de comprendre quelles sont les forces et les faiblesses
à la sortie d'école, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Oui, l'NCA, c'est une bonne école, mais ça ne veut pas dire qu'à la sortie de l'NCA, un data scientist sait tout faire. Et avoir cette capacité, cette lucidité, c'est vraiment un facteur différenciant aujourd'hui dans le monde du travail. Il y a tellement de gens qui prétendent être data scientist, par exemple, ou être actual data scientist, que en fait, ne pas avoir cette humilité, cette lucidité sur ses forces et ses faiblesses, c'est quelque chose qui peut être pénalisant aujourd'hui, sur le marché. Donc ça, c'est vraiment, si je devais en donner 3, c'est ça. Après, j'ai envie de dire, si c'est plus les gens qui veulent vraiment exceller en data science, en faisant l'NSAE, je leur conseillerais vraiment de creuser la partie application, implémentation. Être capable vraiment, aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles les entreprises qui recrutent vont chercher de plus en plus des data scientists qui sont capables d'aller jusqu'en production. Le fait de faire une petite étude, un peu comme un projet finalement data science, hein. Vous avez une donnée, vous avez une question, vous essayez de répondre à la question avec les données que vous avez en face de vous. Bah ça en fait c'est de moins en moins en fait on part du principe que la data scientist c'est faire ça de manière générale, voire même n'importe qui pourrait le faire. Je parle data scientist en termes de mots, mais un actuaire est capable de le faire normalement par défaut, un statisticien également avec des techniques bien avancées. Donc il faut trouver le facteur différenciant et souvent la connaissance du modèle ne suffit pas, et donc creuser la partie implémentation ça peut être un plus. Voilà. C'est mon point de vue. Vraiment, c'est aussi le but de ces podcasts justement, c'est d'orienter les élèves qui, quand ils arrivent comme moi en première année, savent absolument pas ce que veut dire data science ou même actuariat. Ça, Voilà, et maintenant, ça se précise, donc vraiment, merci beaucoup. on n'a pas les mêmes axes, hein. Quand on sort de prépa, déjà pendant 2 ou 3 ans, le seul objectif c'était d'intégrer une école. Et après, Oui. quand on débarque à l'ENSAE, souvent c'est il y a une étape après ça. Oui. Et se poser des questions sur son futur. Et puis il y a aussi cette histoire d'avoir peur, peut-être aussi de s'enfermer dans des choix qui pourraient les contraindre par la suite. C'est ça qui parfois perturbe un peu, c'est on peut avoir peur de dire mince, si je prends pas le cours, du coup je me ferme une porte. Il y a aussi, c'est vrai que ces passerelles sont... Enfin, quand on est étudiant, je sais qu'on voit pas les choses de la même manière que quand on a fait un... Pour ça, je recommande vraiment les stages, moi, de manière générale, parce que enfin, ça permet de rencontrer déjà d'autres gens et qui ont des parcours différents, et aussi oui, comprendre concrètement où ça mène, et de comprendre qu'un cours, en fait, peut être utile tout à fait autrement de la manière dont on l'a vu initialement. Moi, je m'en suis rendu compte après. Il y a des cours où j'ai détesté l'NSAE, j'ai fait, mais c'est dur, je les adorais après, quoi. Il y a ce côté, ouais, je pense, on apprend ça en grandissant. Bien, merci beaucoup pour toutes ces réponses qui ont été très riches et inspirantes aussi pour justement comprendre ce lien que vous avez essayé de faire entre data science et actuariat. Également les évolutions de votre métier et de ces domaines en général. Donc, merci beaucoup pour votre intervention, De rien. Anthony. Merci à vous. Merci beaucoup à Antoine Lee pour ses conseils. Merci également à F. Samani et Roman Lepotier pour l'animation de cette interview. Pour découvrir les carrières possibles après l'école d'ingénieur NCA Paris, retrouvez-nous pour le prochain épisode NCA et vous. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux de l'école. À bientôt.